Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue sur Radio Ma'arif pour votre podcast Icône, le podcast qui rend hommage à notre patrimoine humain. Aujourd'hui, vous connaissez le principe, 2 personnes défendent chacun leur icône de prédilection. Et j'ai avec moi Mehdi Bouziane, acteur associatif, et Reda Lali. Bonjour messieurs. Salut. Salut, j'étais perdu dans mes notes. Non, parce que maintenant que j'ai changé de place dans le micro, il faut que je travaille plus. Mahbabik. Donc vous connaissez le principe, comme je disais. Chacun de vous, pendant 15 minutes, va nous présenter l'icône qu'elle a choisie et nous dire pourquoi cette personne mérite d'être une icône. Je vais commencer par Mehdi, je pense. Alors, moi, je propose pour aujourd'hui Aïcha Chna. Je présente oui, tant qu'à faire. Tu as les timbres. Madame Aïcha Chna, au Mère Courage. Et du coup, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Je n'ai pas besoin de défendre. La icône d'office. Je n'ai pas besoin de défendre cette personne ou de défendre son statut. On va juste le rappeler. C'est une bonne femme extraordinaire, sincèrement. Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu son travail sur la thématique des mères célibataires, mais quand on revient sur sa vie, elle a commencé le combat très très tôt, cette bonne femme. Le même combat, c'est-à-dire Non. Alors, elle a déjà commencé un combat personnel avec sa vie. Elle a pas eu une enfance très heureuse. Elle est orpheline très jeune. Se retrouve dans une famille recomposée avec un beau papa qui essaye de la couvrir. Salut, les islamistes a commencé très tôt, enfant. Donc, il veut la couvrir, la sortir de l'école. Sa mère l'envoie chez sa tante à Casablanca. Tu parles de couvrir... Couvrir en voile, lui couvrir le visage. Ouais. L'envoie chez sa tante à Casablanca. Finalement, pour faire des études, elle commence à faire des études. Sa mère se retrouve toute seule, je ne sais pas pour quelle raison. Elle a besoin d'arrêter ses études pour aider sa maman. Et donc, sa vie, elle est faite comme ça de combat. Elle devient infirmière ou assistante d'éducation et commence, je pense, son premier travail chez l'association qui s'occupe des lépreux. Puis dans le planning familial, elle a une vie... Elle est sur le terrain, quoi. Elle est sur le terrain. Et d'ailleurs, l'association qu'elle crée par la suite en 85 est l'émanation de ce combat. Hein. On est vraiment dans cette icône du travail associatif. On n'est pas dans une certaine des personnes qui se retrouvent dans des causes ou qui commencent à défendre des causes. Non, la cause s'est imposée à elle. Et elle fait solidarité féminine parce qu'elle tombe sur un cas particulier d'une jeune maman célibataire avec un enfant, etc., qu'elle essaie de réconcilier, parce qu'on en parle 30 secondes. La problématique des jeunes filles mères ou des mamans célibataires, c'est que, au-delà du drame social, c'est des jeunes filles qui se retrouvent exclues de la société, du cadre familial, de ses amis. Ça devient des parias dont personne ne veut. Et à l'époque, les enfants n'avaient pas d'identité. Il me semble que à l'époque, pour les faire reconnaître, reconnaître administrativement, c'était un combat quasi perdu d'office. Et donc, elle tombe dans ça un petit peu par la force des choses, parce qu'elle est sur le terrain. Elle travaille, je pense, le planning familial, donc elle était confrontée à ça, et de fil en aiguille, elle décide finalement en 85, je pense, ou 84, avec une bonne sœur, de se lancer dans une association Solidarité Féminine, justement pour apporter ce dont ces jeunes filles mères ont besoin, c'est-à-dire un accueil, ne pas se retrouver dans la rue, hein, c'est la première problématique auxquelles sont confrontées ces jeunes filles lorsqu'elles sont enceintes, et par la suite ces jeunes filles et leurs enfants. Deuxième chose sur laquelle a commencé à travailler Solidarité Féminine, c'est offrir une crèche, hein, une fois que l'enfant est né, pour que la maman puisse retrouver un semblant de revenu ou une situation professionnelle. Elle a besoin de faire garder son enfance, comme ça ne pas être obligé de l'abandonner ou le donner ou de le laisser dans un orphelinat. Par la suite, je pense que c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure. Par la suite, la formation. Ces femmes sont souvent issues de milieux très défavorisés, pas forcément éduquées, de milieux
milieu rural, etc. Donc elle a commencé à monter des ateliers de formation en cuisine, en coiffure, etc. de manière à mettre entre les mains de ces jeunes filles un métier avec lequel qu'elles puissent exercer une profession par la suite. Et enfin, des activités génératrices de revenus, d'où le fameux restaurant Solidarité Féminine, le fameux que les couscous Casablancais de Casablanca. connaissent bien. Aujourd'hui, ils ne font plus que du couscous. Aujourd'hui, juste pour information, le couscous de Solidarité Féminine est livré vous pouvez le commander aussi sur Alors la plateforme. pour ceux qui ne sont pas à Casablanca, en fait, l'association a un lieu où ces femmes-là sont mises à contribution, elles travaillent, elles font à manger. Et c'est un restaurant, en fait. C'est un restaurant solidaire qui se trouve au quartier Palmier, connu pour son couscous. Je vois très bien ce que c'est. J'en salive, mais c'est pour ceux qui savent je pense, un salon de coiffure, à Hammam. Donc il y a plein d'activités génératrices de revenus. Et je pense que c'est cette association avec à sa tête Aïcha China, qui est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, voir Aïcha China intervenir dans un débat parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de cadre. Elle a une cause, elle est prête à tout pour la défendre. Hein. Elle bouscule tout le monde. Je l'ai vu bousculer des ministres, des élus. Donc c'est quelqu'un qui porte la cause. Et aujourd'hui, si il y a eu d'autres associations, il y a eu l'association INSAF, grâce à elle, hein, c'est-à-dire elle a débunké ou elle a démystifié un sujet, un tabou qui reste toujours tabou, mais c'est un tabou dont au moins on arrive à en parler. Et même elle a bénéficié le statut des enfants a beaucoup évolué, hein, et c'est un petit peu grâce au lobbying qu'ont porté des associations comme Solidarité Féminine ou INSAF et d'autres associations. Aujourd'hui, un enfant, même né hors mariage, à une identité, a un statut administratif qui peut être amélioré, mais il l'a tout de même. Et donc, c'est une personne qui a vraiment fait bouger les lignes sur ce tabou de manière assez claire, assez frontale. Et pour ça, d'ailleurs, Aïcha China a fait l'objet d'une fatwa. Les années 2000, dans les prêches du vendredi, c'est une des rares icônes à avoir été citée, parce que pour beaucoup de gens, aider une jeune femme, c'est une incitation à la débauche, à la prostitution. Et donc, elle est combattue par les islamistes ou toute une frange de la population. Aujourd'hui encore, hein, c'est une personne qui a été combattue et qui a failli lâcher prise à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui parle cash et qui parle d'un tabou. Excuse-moi, je t'arrête. Quelqu'un qui a été beaucoup médiatisée aussi. Je ne sais pas dans quel sens ça va, si c'est son travail qui a fait qu'elle a été médiatisée ou si la médiatisation a aidé aussi à soutenir son travail, un peu des deux. Elle utilise les médias, elle a bien raison, parce que son discours, il est percutant. Enfin, moi, j'ai en tête des interviews où elle donne le nombre de haram, en fait, des enfants... Des bâtards, en fait, c'est ça le mot. Hein. Elle n'a pas peur des mots. Voilà, donc elle va te dire, il y en a, je ne connais pas les chiffres, mais c'est des chiffres qui... Il y en a 24 par jour. Voilà, 24 par jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et la puissance avec laquelle elle pose ce débat sans avoir froid aux yeux, elle a été attaquée même sur sa sexualité, Aïcha China. Je sais que c'est une dame d'un certain âge et on a vu des gens la renvoyer à ses habitudes à elle, ce qui est la seule façon qu'ils ont trouvé de contrer. Moi, j'aime beaucoup les gens qui posent les pieds dans le plat et qui mettent des noms sur l'évidence. Parce que derrière le problème des femmes célibataires, il y a le sexe, il y a le problème de société, et il y a le fait tout simplement d'avoir une attitude un peu saine vis-à-vis des choses qui existent. C'est-à-dire, on peut pas détourner les yeux et dire ça ne doit pas exister. Et donc, de fait, la conclusion de la conséquence de ce qui ne doit pas exister, en l'occurrence un être humain, ne doit pas exister, parce qu'on arrive quand même à des absurdités administratives et humaines qui sont immenses. Ça frappe. Ça fait partie des gens qui font bouger les choses vers, plus d'humanité, moins de dogmes, plus de pragmatisme et plus de solidarité, moins de misère. Parce que derrière ça, il y a des avortements clandestins, il y a des bébés abandonnés. Et d'ailleurs, sur les avortements, on dit la légende prête à Aïcha China le fait que le roi ait accepté il y a quelques années, en 2015, de légaliser l'avortement dans les conditions d'inceste et de viol et la santé. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous vous intéressez un petit peu à la problématique, le problème des mères célibataires n'est pas forcément de la débauche. Il y a beaucoup de viols. Oui, il y a beaucoup d'inceste. C'est une problématique que connaissent beaucoup les petites bonnes. Et donc, croire que les gens qui sont dans la débauche se protègent très bien. Hein. Les professionnels de la débauche ont leur... Il y a un problème aussi d'éducation. Hein, il y a un problème d'éducation. Hein. Donc, si on en parle aujourd'hui aussi aisément, c'est en grande partie grâce à son combat. D'ailleurs, je rebondis sur un mot que tu as dit, Reda, tu as dit misère, et ça me rappelle le livre aussi qu'elle a sorti, Miséria, en 96. Moi, c'est l'une de mes premières lectures marocaines sur
tu vois, on a tous lu Les Misérables, Jean Valjean, de voir cette misère-là, mais de lire des témoignages de choses qui se passaient dans des foyers marocains. Moi, personnellement, c'était l'un de mes premiers. J'avais 15 ans, je crois, à l'époque. Je découvrais un monde choquant, mais aussi très vrai, quoi, très réel, dont j'ignorais complètement l'existence. Apparemment, ça t'intéresse pas, l'État. Ça m'intéresse beaucoup. Je te jure que ça m'a marqué. Et son action change la vie de, je sais pas combien reçoit une centaine de mamans par an. On dit que le premier enfant sauvé par Aïcha China serait devenu médecin. Donc, la légende, ça change un petit peu la vie de toute une. Ça me rappelle une anecdote. Au moment où il supprime la peine de mort en France, un des arguments, alors pareil, légende ou pas, un des derniers condamnés à mort exécuté. Est devenu. Non, lui a été exécuté, mais il aurait assisté à une exécution dans sa jeunesse. C'est-à-dire, c'était pour contrecarrer l'idée que l'exécution était l'application d'une peine de mort. Prévenait la récidive. Prévenait la récidive. Voilà, ils avaient établi que le dernier avait déjà assisté à un truc comme ça. Voilà. Donc ça va rien. Enfin voilà, c'est juste un rebond. Sur ce joli rebond, on va faire une petite pause et on revient. Donc après le rebond, la pause, c'est au tour de Reda Allali de nous présenter son icône. Quelque chose me dit qu'il va y avoir du foot. Écoutez, je vais pas seulement du foot, je vais parler de la voie de l'exploit, d'un héros de l'audiovisuel, voilà, du cousin qu'on avait chez nous à chaque sortie de l'équipe nationale. Je vais vous parler, ladies and gentlemen, de Saïd Zadok. Alors, Saïd Zadok, Hamza, s'il te plaît, extrait. Ben voilà, tous ceux qui ont vécu ça s'en rappellent. Alors, juste une statistique pour poser le personnage. Il a commenté toutes les médailles olympiques marocaines. Alors, il était derrière le micro. À chaque fois que le Maroc a eu une médaille olympique. Et donc, depuis sa retraite, vous comprendrez qu'il n'y en a plus. Parce que le bonhomme est bien vivant et bien en forme. Je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, je profite de cette immense tribune de Radio Ma'alif aux milliards d'écoutes pour demander à nos responsables de le remettre derrière le micro. Ou de lui remettre des médailles. En perspective de Tokyo 2000, de Tokyo, de la Coupe du Monde, de la Cannes, tous les résultats, toutes les médailles, sans exception, que ce soit d'athlétisme, de la boxe, puisque là on a eu des médailles olympiques, et il était là. L'appel est lancé. Exactement. Alors Saïd Zadok, c'est un personnage, c'est un sacré personnage. Il rentre à la RTM en parallèle de ses études. Il est en 76 par exemple, quand il fait ses débuts à la RTM. Il va passer son bac, ensuite sa licence, je pense, de droit. En parallèle, il est à la RTM, mais il est caméraman, il a été monteur, il a fait tous les métiers de l'audiovisuel avant d'arriver derrière le micro et sur même les plateaux télé pour le mythique La Alam Riyadi. C'est quelqu'un qui a ravi tous les échelons des métiers de l'audiovisuel. C'est un joueur de foot, Saïd Zadok. Alors, ce qui est terrible, c'est un joueur de foot, mais qui est dans la même génération que les gens qui le commentent. C'est-à-dire qu'il a joué au Phare, il a fait des matchs, il est connu dans le monde du foot comme joueur professionnel. Oui, en première division. Ouais, il a affronté les gars dont il parle. Oui, parce que c'est assez étonnant. C'est-à-dire que il n'était pas d'une autre génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des joueurs de foot derrière les micros qui parlent des joueurs de foot plus jeunes qu'eux. Là, non. C'est quelqu'un qui a un excellent niveau. Il est connu, par exemple, que Faria dans les entraînements, parce qu'il voyageait avec l'équipe nationale. À l'époque, l'équipe nationale partait avec Zadok, un caméraman, Bouazaoui, Mohamed. Il disait si j'ai besoin de toi, Mohamed tu passes. pour la radio. Et oui, non, mais il a fait des entraînements. Oui, bien sûr, il a fait des entraînements. Il y a même un entraînement fameux au Malawi. Il y a même un entraînement fameux, je pense, au Malawi, où pour faire le 11e, enfin le 22e, parce qu'il faisait une opposition, il a tellement malmené un défenseur que Faria a changé la composition de l'équipe. J'ai une image en tête qui pourrait être magnifique, malheureusement, c'est de la fiction. Quelqu'un qui haït la caméra ou pour sauver l'équipe, ce serait magnifique. À ce moment-là, il était
plus du tout derrière la caméra. Il était évidemment... Non, mais c'est fou quand tu réfléchis, qu'on a un bonhomme de ce niveau-là. Et non, alors, c'est pas un détail, hein, c'est pas une anecdote, c'est que le bonhomme sent le foot, il respire le foot, il sait ce que c'est que le foot. Voilà. Il sait ce que c'est que le foot techniquement, il sait ce que c'est que le foot humainement. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était quasiment pour nous un membre de l'équipe qu'on avait derrière le micro. Ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait qu'à l'époque, il n'y avait absolument pas la distance qu'on a aujourd'hui entre les journalistes et les joueurs. Aujourd'hui, même jusqu'en dans les années 2000, quand tu étais journaliste, je l'ai été sportif jusqu'en 2004. Les vestiaires, c'était... peut-être pas forcément les vestiaires, sauf s'il y a une grosse victoire, mais l'hôtel, voilà, les joueurs sont contents de voir... les joueurs sont quand même enfermés depuis 2-3 semaines entre eux. Pour peu qu'il y ait des affinités sur un groupe de 20, tu vas forcément avoir des affinités avec l'un ou l'autre. Et tu peux passer 2 heures à prendre un café, à parler de foot, et d'un seul coup les liens se créent. Bon, c'est absolument plus le cas aujourd'hui. Mais Saïd Zador a été la voix de cette équipe. Saïd Zador, alors il a un truc aussi, c'est que lui, il vit le match. Déjà, c'est intéressant parce qu'il a posé le style de commentaire marocain. C'est-à-dire Téléja, qui respire le foot. Il vit le match avec toi. Il te le survend pas. D'accord. Il ne te survend pas le match. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que après la retraite de Saïd Zador et l'arrivée de Jazeera Sport qui est devenu Bein Sport, on a eu un autre type de commentaire, plutôt oriental, plutôt alors incarné évidemment par Chouali, qui est alors eux ils sont dans un autre monde. Ils sont dans Fasaha, c'est l'éloquence. Le spectacle un peu aussi. Surtout, c'est des diffuseurs. Donc ils te diffusent, ils te vendent ce qu'ils te montrent. C'est-à-dire qu'ils vont, il en parle souvent, Saïd Zador, il te dit, moi je peux pas m'exciter, m'enthousiasmer pour un simple, notre équipe, par exemple, pour un simple contrôle au milieu de terrain, parce que je suis pas diffuseur. Moi je suis avec les Marocains et je vais pas me foutre de leur gueule. Si le truc, ce qu'ils voient, c'est ce que je vois. Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour accompagner. Juste continuer la parenthèse sur le nouveau style, donc qui a été influent chez nous, le style oriental Bein Sport. Écoutez par exemple Chouali dans la finale de la Coupe du Monde 2010, qui est Espagne, Hollande, on a senti qu'il a travaillé, donc il est parti sur Picasso, voilà, le Matador, le Dali, donc il comparait les écoles de peinture hollandaises et espagnoles. Non, c'est un style, c'est un style qui est plus proche du sud-américain, qui est dans l'éloquence, il est tout seul, il n'y a pas d'analyse technique. Zador, c'était autre chose. Zador, c'était le cousin qui est à côté de nous, qui a un micro et qui nous accompagne, avec spontanéité, en créant son style. Alors, pour information, c'est quelqu'un, donc il n'y a pas que les matchs en direct, il y a également beaucoup de travail dans une fameuse émission qui s'appelait L'Alam Riyadi, qui a duré de 1979 à 2006, où on était comme ça dimanche soir. C'est drôle parce que quand tu as dit Saïd Zador, ça me dit rien du tout. Maintenant que tu dis L'Alam Riyadi, c'est bon, je vois exactement qui c'est. Voilà, L'Alam Riyadi, c'était important. On n'avait pas cette multitude de foot aujourd'hui jusqu'à la saturation. On avait les gars de l'après-midi, donc on avait des voix sans images qui nous disaient Hadi Mouhadiya, Hadi machin, Hadef Jamil, et après le soir tu voyais autre chose. Tu voyais pas le rapport entre, mais c'était un lien qu'on avait avec notre championnat, c'était un lien qu'on avait avec notre audiovisuel, et évidemment je vais revenir dessus. Et L'Alam Riyadi, pas que le foot, c'était aussi le lien avec d'autres sports un peu trop de foot aussi à mon goût, parce que on avait quand même. J'en parlerai pas, mais bon. D'ailleurs, je fais appel à. Moi, j'étais contente. Je fais appel aux gens qui veulent nous parler des cavaliers des années 90, vu qu'on connaît que leur nom. De tête, j'ai des Toel dans ma tête qui sortent et des Hamid, Abdelhamid. Enfin, je sais pas s'il faut garder ça dans le podcast, mais si quelqu'un veut en parler, qu'il vienne. Oui, je crois que j'ai quelqu'un pour toi. Bon. Si tu veux parler de Forossi. L'Alam Riyadi, c'était le rendez-vous incontournable, tous plantés devant la télé à attendre les petits buts voilà, et puis avec les difficultés techniques, il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, que par exemple les buts de Berkane ou d'Oujda ou d'Agadir, qui sont un peu à l'extrémité du Maroc, aujourd'hui venez en voiture. Vous ne venez pas. C'est-à-dire que un joueur comme Hamou Mouhal, par exemple, on a vu que la moitié de ses réalisations, parce que les autres étaient marqués trop loin. Et je veux finir évidemment sur ce fameux Coupe du Monde de 86 où Saïd Zador est avec Mohamed Azaoui au commentaire. Alors Mohamed il est à la radio et Saïd il est à la télé. Mais quand Khaïli marque, on entend les deux. Parce qu'ils sont côte à côte. Ils crient tellement. Et ils viennent l'un chez l'autre. Ils viennent l'un chez l'autre et on va l'entendre. Ils viennent l'un chez l'autre et ils balancent sous l'effet de l'Amérique
l'Amérique du Sud et l'envie de faire un truc exceptionnel, le fameux goal qui n'avait jamais, Qui s'est jamais arrêté. qui n'avait jamais Qui balancé voulait- avant parce qu'ils sont au Mexique, on est qualifié en 8e de finale. Bon, il faut quand même qu'on sache qu'à l'époque, personne n'a entendu ça. C'est-à-dire que non, que est encore plus fort et que ce n'est qu'avec YouTube qu'on a redécouvert. En revoyant les... Parce qu'à ce moment-là, non, c'est pas vrai parce que pour vous dire encore une fois, ce foot des années 80 comme il est, c'est-à-dire que les matchs ont été rediffusés. Et tu les revois alors que tu connais l'issue du match. Tu as fait le match, tu as fait la fête, tu n'as rien entendu et le lendemain, mais dès le matin, Ouais, il y avait une seule chaîne, dès le matin, tu allumes la télé et tu as hâte de comprendre ce qui s'est passé avec la sérénité de l'homme Du qui sait, voilà, du type qui sait qu'on a gagné. Voilà. Donc, ce bonhomme-là avait un style, il l'a posé avec une proximité, avec une compréhension du foot, avait une façon très spontanée de s'exprimer, de façon très intelligible par tout le monde. Le foot, c'est là où c'est un peu le laboratoire de la langue. Voilà. On est dans un Maroc où la parole publique, elle est contrôlée, elle est codifiée. Donc c'est les infos télévisées, c'est les responsables qui parlent, donc c'est très souvent une langue très lourde. Il n'y a pas beaucoup de micro-trottoirs, il n'y a pas de réseaux sociaux. Les Marocains ne parlent pas. Reconnaissent pas forcément. Voilà. Et le foot, tu peux pas être comme ça. Je veux dire, tu peux pas nous dire, tu peux pas commenter avec une langue lourde. Ou alors, il faut vraiment avoir le courage d'ennuyer tout le monde sur un sujet qui passionne tout le monde. Et ce bonhomme-là a fait partie de ces gens-là qui ont trouvé leur voie. Et j'insiste, hein, et qui a été vraiment le standard jusqu'à l'arrivée, je le répète une dernière fois, des chaînes orientales qui ont complètement modifié les critères, qui ont été très imités chez nous, qui sont plutôt dans une autre façon de voir le foot, qui sont les diffuseurs. Il te dit, Saïd Zadok Kegoulalk, il te dit, moi, Jazeera, le type, il a la Liga, donc il a Real Barça. Déjà, le produit n'est pas le même. Il est enthousiasmant. C'est mieux qu'un Khmisset. Mais on est pas Quoique. Non, à l'époque, c'était voilà. Donc, j'ai vraiment envie de rendre hommage à ce bonhomme-là, qui a beaucoup travaillé. Cette émission, il faut concrètement imaginer que tous les week-ends ont été mobilisés pour nous ramener les buts. Et voilà. On m'a pas demandé mon avis, mais moi je valide total. Enfin, je connaissais pas le prénom, mais maintenant que c'est l'Alam Riyadi, forcément, c'est iconique et je pense que Mehdi va être d'accord. Oui, effectivement, Et j'insiste sur un dernier point, la voix. La voix, c'est important. La voix, ça crée une proximité. Un lien avec exactement. ceux qui écoutent ça. Ouais, un lien affectif. Ces gens-là, que ce soit en France, en Amérique du Sud, quand vous allez au musée du foot en Amérique du Sud, au Brésil, en São Paulo, il y en a, par exemple, vous avez toute une salle qui est consacrée aux commentaires, aux commentateurs, aux audios. Aux audios, c'est-à-dire que ces audios-là, l'audio le plus célèbre du monde du foot, c'est sans doute celui de Victor Hugo Morales, l'Uruguayen. Le but de Maradona. Voilà, ce bonhomme est un Uruguayen d'ailleurs. C'est pas un Argentin, et il est étudié, il est étudié comme étant ces choses-là rentrent dans la culture collective et sont importantes parce que par l'audio, tu as un rapport affectif beaucoup plus intense que par l'image et le son. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des podcasts. Jolie conclusion, je vais avoir du mal à rebondir dessus. C'est C'est pour ça qu'on fait des podcasts. Point. Faire comme Khairi, ne laisse pas à la balle rebondir. Il n'y a pas que Khairi, il y a aussi les Aoueta. Si tu me dis c'est lui la voix. Tim Samani, on va dire tous les noms des médaillés olympiques, je peux quasiment le faire de tête. Tim Samani en boxe, les Achek, Skah, Boutayeb, l'Bsir, ce sont des médaillés. Oui, bien sûr, le Grouge, je pense Hassan Ben Hassi, Bidouane en JO. On a eu un marathonien aussi. On a eu un marathonien, on a eu Abdelkader. Elle était bien ta chute tout à l'heure. On aurait dû s'arrêter. C'est ça la vraie chute. C'est ma chute, celle-là. On aurait dû s'arrêter. Mais bon, merci à vous en tout cas. Et deux icônes de taille, j'ai envie de dire, pour ce podcast. Aïcha Chna, la grande militante et bien d'autres choses. Et Saïd Zadok de l'Alam Riyadi. J'ai dit du l'Alam Riyadi. Et Saïd Zadok de l'Alam Riyadi. Merci à vous. Produit avec le soutien de la MDJS.